Bonjour, voilà, bienvenue dans le deuxième cours en ligne du Caso Couleur. Alors je vais commencer par faire une petite explication supplémentaire sur les LED bleus. Quelqu'un m'a écrit qu'elle n'avait pas compris en fait comment ça fonctionnait exactement. Donc en fait une LED blanche, c'est une LED bleue. Vous voyez ici il y a deux images. Donc l'image du bas, c'est à quoi ça ressemble. C'est assez petit, hein, ça mesure à peu près 2 mm de côté cet objet. Et donc on a en fait, vous voyez, il y a marqué LED chip. Ça c'est une LED bleue en fait qui émet la partie bleue de la courbe qu'on voit au-dessus. Donc en général vers 450 ou 460 nanomètres, on a un pic. Et puis vous voyez, il y a une surface jaune sur la LED bleue. Donc ça c'est le phosphore, donc c'est une matière fluorescente et elle absorbe une partie de la lumière bleue et elle la transforme par fluorescence en lumière jaunâtre. Sur le schéma du haut qui vient d'un site, vous voyez light-emitting-diodes.org, il y a marqué phosphorescence. C'est pas correct en fait, hein, c'est de la fluorescence, c'est pas de la phosphorescence. La phosphorescence, c'est ce qui se passe quand vous avez un objet, vous le placez à la lumière et puis vous éteignez la lumière et puis on le voit dans la nuit, il continue à réémettre de la lumière pendant assez longtemps euh, après avoir absorbé cette lumière. Donc c'est pas de la, ça c'est de la phosphorescence, mais dans la LED c'est bien de la fluorescence dont il s'agit. Donc les, les matières fluorescentes qu'on place sur les LED, on appelle ça des phosphores ou bien des luminophores en français. Donc il y a une confusion entre phosphore, phosphorescence, mais non, c'est bien des phosphores qui font de la fluorescence. Ouais. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc la lumière bleue de la LED+, la lumière jaunâtre émise par fluorescence, ensemble, ça fait de la lumière blanche. Bon, alors ce cours va être assez long, mais je vais vous laisser. En fait, moi, la semaine prochaine, je pourrai pas faire un cours, donc je vais vous laisser 2 semaines pour potasser, pour regarder ça, et c'est pour ça aussi que le cours est plus long, quoi. Alors en fait, on va parler de comment est-ce qu'on peut caractériser la lumière blanche, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va la juger, quels sont les critères qui vont faire que c'est une bonne lumière blanche, ou bien quelle couleur elle a, etc. Donc déjà la première chose qu'on peut faire, c'est regarder la couleur de la lumière. Est-ce que c'est de la lumière blanche, est-ce que c'est un peu jaune, est-ce que c'est un peu bleu, un peu rouge, etc. Donc ça c'est subjectif, mais bon c'est déjà important. Ensuite, la température de couleur, ça on a déjà vu dans le cours d'avant. Donc c'est donc une couleur qui correspond à la température des corps incandescents. Et quand on fait des lumières blanches, même si c'est pas par incandescence, souvent on utilise quand même cette échelle-là en degrés Kelvin pour caractériser le type de lumière blanche auquel on a affaire. Donc si c'est un blanc très bleuté, ça va avoir une température élevée. Si c'est un blanc qui tend vers l'orange ou le rouge, c'est une température basse. Alors on caractérise aussi les lumières avec la spectrophotométrie. Donc c'est utiliser le spectrophotomètre, donc l'appareil qu'on a vu un peu la semaine dernière et la semaine d'avant quand je vous ai montré qu'on pouvait faire des mesures de lumière avec un appareil. Donc ça va nous donner le spectre de la lumière en question. Donc c'est une courbe et c'est des données qui peuvent être utiles. Et alors, dans ce cours, on va voir quelques nouvelles notions. Donc on va voir la notion d'efficacité lumineuse, la notion de chromaticité, le rendu des couleurs. Et puis ensuite, on va faire un petit débat sur la manière dont la lumière est caractérisée habituellement. Et est-ce que c'est vraiment pertinent ou bien est-ce qu'il manque certains types de critères. On verra ça après.
Donc les couleurs subjectives. Donc pour voir un peu quelle couleur a une lumière, en fait on la projette sur un objet blanc mat de préférence, et on appelle ces objets-là des diffuseurs. Alors là je vous ai mis quelques exemples: la neige en haute montagne, les murs blancs, pas en blanc quoi, un nuage ou un écran de cinéma, tout ça ce sont des diffuseurs blancs. Alors un diffuseur blanc, il a un certain nombre de caractéristiques. Déjà, il reflète quasiment toute la lumière. En fait, à partir de 85% de la lumière reflétée, ça commence à avoir l'air blanc. Et puis ça peut aller jusqu'à 99% de la lumière qui est reflétée. Et puis le diffuseur blanc, il ne modifie pas, ou il modifie très peu, le spectre de la lumière qu'il réfléchit. En fait, on dit que la couleur ou que le diffuseur est neutre. Et puisqu'il est mat, il ne brille pas. Donc il reflète la lumière dans toutes les directions. Donc ça, c'est pour illustrer un peu l'idée de la neutralité spectrale. Donc à gauche, vous avez une première courbe, c'est la lumière incidente, et puis elle est reflétée, et à droite, vous avez en fait donc la même courbe. Donc si la courbe de la lumière incidente et la courbe de la lumière qui est réfléchie sont les mêmes, grosso modo, c'est qu'on a affaire à un diffuseur neutre. Donc neutre, ça veut juste dire qu'il change pas les proportions des différentes longueurs d'onde qui sont contenues dans cette lumière. Alors, il n'y a aucun matériau qui diffuse 100% de la lumière tout en étant neutre, mais il y a certains matériaux qui s'en approchent assez fort. Et une chose qui est intéressante, c'est que si on oublie l'idée que le diffuseur doit être forcément blanc, il y a des diffuseurs neutres qui peuvent être gris ou même noirs, même s'ils sont jamais complètement noirs. Et donc ce qui définit la neutralité, c'est que les proportions des différentes longueurs d'onde de la lumière reflétée sont les mêmes que les proportions de la lumière incidente. Maintenant, si l'objet reflète beaucoup de lumière, il sera blanc. S'il reflète un peu de lumière, il sera gris. S'il reflète très peu de lumière, il sera noir. Alors ce qui est donc intéressant avec un diffuseur blanc, c'est qu'il va prendre la couleur de la lumière qui l'illumine. Donc par exemple, là à gauche, vous avez la neige de haute montagne. Le soir, au coucher du soleil, la lumière n'est pas blanche, elle est jaune, donc la neige devient jaune. Et c'est pareil avec les nuages au coucher du soleil. Les derniers rayons du soleil qui sont orange, rose, éclairent les nuages deviennent roses. Donc le diffuseur est neutre, donc il prend toujours la couleur de la lumière qui l'illumine. Et donc pour juger subjectivement de la couleur d'une lumière, on peut la projeter simplement sur donc un objet blanc et mat. Alors il y a un matériau qui existe qui est le diffuseur le plus parfait en fait, qui est le plus blanc et aussi le plus neutre et qui reflète le plus de lumière. Ça s'appelle le spectralon. C'est un genre de téflon. Là vous avez des objets en spectralon. Et on peut utiliser le spectralon, bon ça coûte assez cher, mais on peut acheter des petites plaques de spectralon pour projeter de la lumière dessus et regarder ou faire des mesures, etc. Ça peut servir aussi en photographie. C'est un matériau de laboratoire qui est assez cher, mais il est neutre dans une très large gamme de longueurs d'onde, dans le visible et l'infrarouge, donc entre 400 et 1500 nanomètres, il reflète en moyenne 99% de la lumière. Alors, la température de couleur, on a vu ça au cours d'avant. Donc c'est une couleur qui dépend de la température d'une matière qui est chauffée, et cette couleur existe parce que la matière chauffée émet un rayonnement électromagnétique, et donc c'est une échelle, comme je vous ai dit juste avant, qu'on va utiliser aussi pour caractériser les lumières blanches. Donc on va dire, ah cette lumière là elle est plutôt à 5000 degrés Kelvin, plutôt à 6000, plutôt à 3000, etc. Bon, la spectrophotométrie, là vous avez donc une image qui représente un spectrophotomètre. La petite ligne jaune, c'est une fibre optique, c'est par là qu'on fait rentrer la lumière. Ensuite, la lumière qui rentre, elle est reflétée sur un miroir. Ensuite, ce miroir la renvoie vers
vers quelque chose qui s'appelle une grille de diffraction. Ça fonctionne un peu comme un prisme dans l'expérience de Newton qu'on a vu la semaine dernière. Et ensuite, ça se reflète encore sur un autre miroir et ça va se projeter sur un capteur d'appareil photonumérique qui lui-même est refroidi. Là, on voit qu'il y a un ventilateur, un radiateur. Bon, sur les très bons spectrophotomètres, on a des systèmes qui sont refroidis parce qu'on veut qu'il y ait une précision extrême. Mais donc, en gros, à l'intérieur du spectrophotomètre, c'est comme ça que ça marche. La lumière blanche arrive, et puis elle est diffractée et l'espèce de petit arc-en-ciel qui apparaît est projeté sur un capteur d'appareil photo numérique et ensuite sur chaque pixel on fait une lecture de la valeur qui apparaît là et on obtient une courbe. Donc là en bas vous avez une courbe comme ça, une courbe spectrale qui correspond à une lampe fluo compacte. Donc les spectrophotomètres qu'on utilise dans l'industrie graphique, il ne mesure que dans la lumière visible, donc en général de 400 à 700 nanomètres, et parfois 380 jusqu'à quelquefois 850. Et donc grâce à la spectrophotométrie, on peut donc caractériser la lumière visible en termes de quantité de telle ou telle longueur d'onde dans la lumière. Alors, c'est quand même intéressant de faire une distinction entre deux types de spectres qui vont apparaître quand on fait des mesures. Donc, il y a des sources de lumière qui produisent des spectres continus. Ici, à gauche, vous avez le spectre d'une lampe à incandescence. Vous voyez que c'est une belle cloche, une belle courbe continue. Alors, il y a moins de lumière à 400 nanomètres et il y en a plus à 750 nanomètres. Mais entre les deux, il n'y a pas de trou. On a quelque chose de bien lisse et continu. Donc, on est en présence de toutes les longueurs d'onde de la lumière visible, même si elles sont en proportion ou en quantité variable, si vous voulez. Alors, il y a d'autres sources de lumière qui produisent des spectres discontinus, donc dans lesquels il y a des trous, en fait. Et donc à droite, là, vous avez une lampe, c'est une lampe à vapeur de mercure. Ce sont des lampes qui sont assez courantes dans l'éclairage public, qui sont un peu bleutées, comme ça. Et vous voyez qu'il y a des valeurs très faibles un peu partout, sauf dans certains endroits où il y a des pics. Et ces pics-là, ben, c'est en gros la majeure partie de la lumière qui est émise par ces lampes. Et donc on dit que le spectre est discontinu parce qu'il y a des zones où il n'y a rien ou presque rien, et puis d'un coup, tac, il y a beaucoup, et puis il y a de nouveau rien, tac, il y a beaucoup, il y a de nouveau rien, tac, il y a beaucoup. Donc quand il y a des espèces de sauts entre les valeurs, alors là on dit que le spectre est discontinu. Alors, une chose qui est intéressante, c'est de se souvenir que, il faut se rendre compte en fait que certes on est sensible à la lumière, l'œil est sensible à la lumière dans une certaine fourchette, dans un certain domaine de longueur d'onde qu'on appelle la lumière visible. Mais au sein de cette fenêtre, de cette fourchette, on n'a pas du tout la même sensibilité. En fait, l'œil humain est beaucoup plus, en tout cas l'œil le plus courant pour les gens qui ont une vision normale, on va dire. Il a une sensibilité maximale à la lumière verte. Un vert légèrement jaunâtre, et la longueur d'onde à laquelle on est le plus sensible, c'est 555 nanomètres. Là sur la photo, vous avez ce qu'on voit quand on projette un pointeur laser la nuit dans le ciel. Et on voit en fait les pointeurs laser verts, de couleur verte, on les voit très très bien. Et ça, c'est parce que l'œil humain est très sensible au vert. Alors là, le pointeur laser en question, il a une longueur d'onde de 532 nanomètres, donc proche du maximum de sensibilité de l'œil. Et si on voit la lumière, si on voit la ligne créée par le pointeur laser, c'est parce qu'en fait la lumière du laser, sur son trajet, elle rencontre de nombreuses molécules, des poussières, etc., qui en renvoient une partie vers nous. Alors, j'en profite pour vous dire qu'est-ce que c'est qu'un laser. Donc, un laser, en fait,
ça veut dire Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. En fait, c'est une source de lumière ponctuelle qui envoie donc un rayon très fin, un petit pinceau de lumière monochromatique. Donc, grosso modo, en fait, un laser de bonne qualité, il envoie qu'une seule longueur d'onde. Donc il existe des lasers de nombreux types. Il y a des lasers UV, des lasers infrarouges, des lasers de différentes couleurs dans la lumière visible, etc. Si vous voulez en savoir plus pour le laser, je vous invite à aller voir le lien qui est là. L'article Wikipédia en français sur le laser est pas mal. Alors, je vous ai dit que l'œil humain est pas sensible de la même manière à toutes les longueurs d'onde. Eh ben, en fait, il y a une courbe qui s'appelle la courbe V. C'est la courbe d'efficacité lumineuse. Donc c'est une fonction. Ça ressemble à une cloche, là, on voit. Et donc plus la courbe est haute, et plus l'œil humain est sensible. Donc vous voyez là, dans le vert un peu jaune, à 555 nanomètres, la courbe est au maximum. C'est là que l'œil est le plus sensible. Donc ça, c'est une courbe qui a été publiée en 1924 et qui donc représente la sensibilité de l'œil en fonction de la longueur d'onde. Et vous voyez que la courbe est quasi à zéro vers 410 nanomètres et inférieur. Et puis à partir d'environ 700 nanomètres et supérieur. Donc ça veut dire que là, vous avez des lumières, par exemple la lumière violette, qui vont créer une couleur assez forte. On va éclairer en violet, on va voir tout qui se colore, mais ça n'éclairera pas très bien. Et par contre, si vous utilisez une lumière verte à 555 nanomètres, là vous allez très fort éclairer les scènes qui seront éclairées avec cette lumière. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si vous voulez éclairer autant avec une lumière à 400 nanomètres qu'avec une lumière à 555 nanomètres, il faudra mettre plusieurs milliers de fois plus de lumière pour avoir le même éclairement. Et donc la réponse maximale de l'œil est donc dans le vert, et puis autour ça descend, ça diminue. Donc plus on va vers le bleu, moins on est sensible, et puis plus on va vers le rouge, rouge, très rouge, et moins on est sensible. Et donc on peut faire une relation entre, grâce à la courbe d'efficacité lumineuse, on peut faire une relation entre le type de lumière qui va éclairer une scène et l'éclairement qui est produit. Donc on utilise cette fameuse courbe V qui est ici représentée en noir sur le schéma pour calculer ce qu'on va appeler l'efficacité lumineuse d'une source de lumière. Alors là je vous ai mis donc une courbe qui a toujours la courbe rouge, elle a toujours le même maximum, et puis c'est une courbe d'une lumière à incandescence qui change de température de couleur. Et vous voyez que plus les deux courbes en fait ont le maximum au même endroit, et plus la valeur en dessous augmente. Ce que ça veut dire, c'est qu'avec la même, donc avec l'énergie qui est produite par cette source de lumière, on aura un meilleur éclairement ou pas. Donc vous voyez que le maximum en fait se trouve vers 5000 ou 5500 degrés Kelvin. On a la valeur en dessous qui augmente à 269. Et si on va à une température de couleur plus élevée, l'efficacité descend. Et si on est dans des températures de couleur plus basses, l'efficacité descend. Ce que ça veut dire, c'est que avec la même quantité d'énergie qu'on aura consommé, d'énergie électrique qu'on aura consommé pour fabriquer cette lumière, ben à certaines températures, ce sera plus efficace, ce sera plus lumineux, et à d'autres températures, ça le sera moins. Alors on va comparer les sources de lumière entre elles du point de vue de leur efficacité lumineuse. Donc une lampe à incandescence, vous voyez qu'elle est un peu de lumière dans les UV, et puis il y a pas mal de lumière à droite là dans l'infrarouge. Et puis la courbe
augmente au milieu de cette courbe noire qui représente l'efficacité lumineuse. Si on fait la somme de toute l'énergie qui est attrapée par l'œil, on va obtenir 26,6. Là, on fait la même chose avec de la lumière du jour, la lumière du soleil à 5500 degrés Kelvin. Vous voyez qu'il y a pas mal d'énergie dans l'UV, donc qu'on voit pas. Et si on continue vers la droite, là, il y aura pas mal d'énergie dans l'infrarouge qu'on verra pas non plus. Et puis l'énergie qui est vue, perçue par l'œil, elle est un peu plus importante. On arrive à 30,7. Là, on a une diode électroluminescente à 5000 degrés Kelvin. Mais on voit que c'est une lumière qui est déjà plus efficace, elle est davantage captée par l'œil humain, on obtient 45,6. Et puis là, vous avez la lumière d'une lampe à sodium basse pression, les lampes jaunes qu'on a vues un peu la semaine dernière. Et là, vous voyez que la lampe à sodium, elle émet juste dans une petite partie du spectre visible et pas très loin du maximum de sensibilité de l'œil. Et là, on voit que en fait, c'est une lumière qui est très efficace. On arrive à 76,2 d'efficacité. Donc en fait, c'est des calculs de ce type qu'on va utiliser avec quelques ajustements, notamment la directivité de la lumière et puis l'énergie qui est perdue parce qu'il y a toutes les lampes chauffent. Donc ça, quand la lampe chauffe, ça fait aussi une perte d'énergie. Et donc on mesure en fait le rapport entre l'énergie lumineuse produite et la consommation électrique pour créer les étiquettes énergie que vous connaissez, on en voit une là. Et donc c'est assez amusant parce qu'on voit que la lampe à sodium basse pression qui va disparaître parce que c'est soi-disant démodé, en fait elle a une étiquette A++, donc elle est vraiment très économique. Et en bas, vous avez une ampoule LED Philips qui imite les ampoules à incandescence, qui est aussi classée A++, mais elle a un rendement en fait un peu inférieur à 138 lumens par watt, alors que la lampe SOX au-dessus, qui elle émet une lumière jaune, a une efficacité de 190 lumens par watt. Mais ça les place toutes les deux dans la même catégorie. Donc, faudra vous rappeler que pour évaluer en fait le rendement énergétique d'une source de lumière, ce qu'on fait, c'est qu'on compare une réponse théorique de la rétine humaine avec l'énergie électrique consommée pour obtenir cette réponse ou cette valeur. Alors, la colorimétrie, c'est donc ce qu'on appelle la colorimétrie, c'est la science de la mesure de la couleur. C'est une science qui a été inventée sur base de nombreux travaux scientifiques des 19e et 20e siècles et qui mesure l'effet visuel des rayonnements électromagnétiques, donc dans le visible. Donc, c'est une science de l'apparence visuelle qui s'occupe des couleurs, les couleurs des lumières, les couleurs des matières, les couleurs qui apparaissent lors d'interactions entre de la lumière et de la matière. Pour le moment, on va seulement s'intéresser aux lumières. Alors c'est la CIE, donc la Commission internationale de l'éclairage, qui est une association fondée à Berlin en 1913, qui a publié les articles scientifiques dans lesquels sont définis les systèmes de colorimétrie qu'on utilise couramment aujourd'hui. Ces systèmes sont utilisés dans l'éclairage, dans l'informatique, la photo numérique, l'imprimerie, les laboratoires de peinture, les laboratoires de Chanel et de L'Oréal, la télévision, le cinéma, etc., etc. Alors, un des premiers outils qui ont été publiés par la CIE en 1931, c'est ce qu'on appelle le diagramme de chromaticité. Alors, c'est une figure bidimensionnelle qui a été donc définie en 1931, au sein de laquelle on peut représenter toute couleur ou toute lumière par un point, avec des coordonnées X, vous voyez, qui varient entre 0 et 0,75 grosso modo, et des coordonnées Y qui varient entre 0 et 0,85 grosso modo. Donc, chaque coordonnée X, Y, ça porte le nom de chromaticité, donc c'est une chromaticité, c'est pour ça que ça s'appelle le diagramme de chromaticité.
Et on utilise ce diagramme-là pour représenter la couleur des sources de lumière. Alors on va voir un peu comment c'est foutu ce diagramme. Donc c'est une surface en 2 dimensions qui est délimitée par une courbe. Donc la courbe, c'est là où il y a les flèches rouges. Vous voyez, ça fait une courbe qui ressemble un peu à une langue et une ligne droite qui est en bas. Alors la courbe, ça s'appelle le lieu du spectre. C'est en fait là qu'il va y avoir les couleurs du spectre de la lumière, les couleurs pures. Et la ligne droite en bas, ça s'appelle la ligne des pourpres. Ce sont en fait toutes les couleurs qui ne sont pas dans le spectre. Donc magenta, violet un peu rougeâtre, le rouge un peu bleuté, etc. On va voir ça après. Donc le lieu du spectre, vous voyez là j'ai reproduit la figure de la semaine dernière où on voit les couleurs du spectre de la lumière et puis les longueurs d'onde en bas, 400, 445, 475, etc. jusqu'à 780 nanomètres, là où il y a marqué wavelengths. Et ben, toutes ces couleurs-là sont représentées sur le lieu du spectre, donc sur la partie courbe de la figure. Donc pour chaque couleur spectrale, on va dire, pour chaque couleur du spectre, on a un point sur cette courbe extérieure. Donc vous voyez là le violet, il est à 400 nanomètres sur la figure de droite. Sur la figure de gauche, il correspond à l'extrémité de la courbe en bas à gauche. Je vous ai mis le point à 520 nanomètres aussi, qui est un espèce de vert bleuté. Il est sur la figure de gauche tout en haut, et puis il est un peu au milieu sur le spectre de la lumière. 590, c'est grosso modo le jaune émis par les lampes à sodium basse pression, les lampes des autoroutes belges. Et vous voyez que ça se retrouve sur le diagramme de chromaticité au milieu à droite. Et puis 700 nanomètres, c'est vraiment du rouge, très très rouge. Il se retrouve tout en bas à droite, à l'autre extrémité de la courbe. Alors la ligne des pourpres, c'est donc ce qui referme la courbe. C'est une ligne droite qui en fait relie ensemble les points qui correspondent à 400 nanomètres dans le violet et à 700 nanomètres dans le rouge. En fait, on va appeler tous les points qui sont sur le lieu du spectre des couleurs spectrales. Et donc on va dire que la ligne des pourpres, elle relie le violet spectral avec le rouge spectral. Alors il faut bien se rendre compte que toutes les couleurs qui vont apparaître sur la ligne des pourpres, elles n'existent pas telles quelles dans le spectre de la lumière. Donc dans l'expérience de Newton, quand je décompose la lumière blanche avec un prisme, on va avoir toutes les couleurs qui sont sur le lieu du spectre, mais on n'aura jamais des pourpres. En fait, par définition, un pourpre, c'est toujours un mélange entre au moins 2 longueurs d'onde. Donc ici, sur la ligne des pourpres, entre 400 et 700 nanomètres. Et donc ça correspond à des couleurs qui peuvent être, par exemple, du magenta ou du violet un peu rougeâtre. Et pour que ces couleurs-là apparaissent, il faut toujours qu'il y ait au moins 2 longueurs d'onde. Donc toutes les lumières qui existent en fait peuvent être représentées sur le diagramme par une coordonnée de chromaticité, donc X et Y. Là je vous ai mis comme exemple la couleur du vert d'un écran d'ordinateur de PC dans un espace qu'on appelle le sRGB. Et donc les coordonnées standardisées de ces écrans, c'est 0,3, 0,6 pour le vert. Donc on a un point défini par des coordonnées qui correspond à la couleur d'un certain type de lumière, ou plus exactement à sa chromaticité. Alors les couleurs des lampes à incandescence qui varient, ou les couleurs de ce qu'on va appeler le corps noir, donc des corps qui chauffent et qui commencent à émettre de la lumière, dont la lumière dépend de la température.
Elles sont ici toutes représentées par des petits points. Vous voyez qu'à 500 degrés Kelvin, on est tout proche du rouge, on est quasiment sur la ligne du lieu du spectre, donc on a une couleur très très pure, mais en même temps très très faible, parce qu'à 500 degrés Kelvin, il n'y a quasiment pas de lumière qui est émise par la matière. Et puis on augmente la température, les couleurs apparaissent, et puis on voit que ça passe du rouge à l'orange, au jaune, au blanc et puis au bleu. Et donc toutes ces chromaticités sont représentées sur cette courbe que j'ai mis ici en pointille avec des couleurs qui s'appelle le lieu du corps noir. Alors quand on travaille sur des écrans d'ordinateur ou bien des écrans de téléphone, de télé, des vidéoprojecteurs, le cinéma numérique, etc. En général, on a affaire à des systèmes de production de lumière colorée qui mélangent des couleurs primaires rouge, vert et bleu. Et tous ces systèmes, on peut les représenter dans ce diagramme par un triangle. Les sommets du triangle, ce sera les couleurs primaires rouge, vert et bleu. Alors on peut très bien faire un système avec rouge, vert et cyan par exemple, donc le triangle aura une autre forme. Mais ce qui est important, c'est que toutes les couleurs qui peuvent apparaître comme le mélange des trois couleurs primaires seront contenues dans le triangle en question. Le triangle qui est représenté ici, c'est le triangle d'un espace de couleurs assez courant qu'on appelle le sRGB. C'est l'espace qui est utilisé sur la plupart des ordinateurs PC. Alors il y a encore une chose, c'est que toutes les couleurs, tous les points de chromaticité qui sont représentés à l'intérieur de la figure qui est délimitée par le lieu du spectre et la ligne des pourpres, les points qui sont à l'intérieur là, ils sont tous réels, donc ils correspondent à des lumières qui existent. Comme le point A ici. Par contre le point B là, vous voyez, il est à l'extérieur de la figure. Et ben en fait vu qu'il est en dehors des limites de cette figure, c'est un point qui correspond à aucune couleur qui existe. Quelquefois on utilise ce type de point pour des raisons mathématiques, mais malgré le fait que ça ne corresponde à aucune couleur, on va appeler ça une couleur imaginaire. Donc le point A, c'est une couleur réelle, elle est à l'intérieur du diagramme. Le point B est à l'extérieur du diagramme, c'est une couleur imaginaire. Donc à chaque fois qu'on mesure une lumière avec un spectrophotomètre, il y a des outils qui permettent de transformer le spectre en une coordonnée de chromaticité. Ici on voit ça avec une LED blanche à 4000 degrés Kelvin. On a à droite le spectre de la LED blanche et à gauche le point noir, c'est la chromaticité. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dans ce diagramme représenter et calculer d'ailleurs le produit du mélange de plusieurs lumières. En fait, quand on va mélanger plusieurs lumières, on va obtenir une ligne droite dans le diagramme qui va rejoindre les deux points qui correspondent aux deux lumières. Donc ici, on va prendre deux LED colorées, rouge et cyan. La LED du haut, c'est une LED cyan, elle n'est pas allumée, hein, c'est l'apparence de la LED quand vous l'achetez. Et en bas, une LED rouge. Vous voyez, il y a différents phosphores sur les deux LED. Il y en a une qui a un phosphore de couleur rouge, c'est la LED rouge. Et celle du haut, on voit pas trop, bon, ça a une autre couleur, quoi. Donc ces deux LED vont produire les courbes qui sont représentées à côté. En haut le cyan, en bas le rouge. Et ça va former un point sur le diagramme. Donc vous voyez le rouge, il est très proche il est quasi sur la ligne des couleurs spectrales, donc le lieu du spectre. Et puis la LED cyan, elle est un peu à l'intérieur, assez loin, en haut à gauche. Donc là on a deux points qui correspondent aux deux sources de lumière. Quand on va faire des mélanges entre les deux sources de lumière, on va obtenir cette ligne. Et vous voyez là sur la ligne les couleurs qui changent. Donc au début, quand on reste près du rouge, ça reste rouge. Et puis si on met plus de cyan, ça devient un peu jaune. Et puis à un moment donné, ça devient blanc.
et puis ça repasse à quelque chose, si vous regardez tout près, ça devient un peu vert, et puis ça devient cyan, quoi. Alors c'est assez intéressant que sur cette ligne, entre ces deux couleurs, il y a un moment, une certaine proportion de l'une et l'autre qui vont produire de la lumière blanche. Donc dans le cercle. Donc si on représente ça comme deux spots qui envoient les deux lumières en question, voilà ce qu'on obtient. Donc là on imagine on est dans une chambre noire, on a un écran blanc, un écran de cinéma, qui apparaît noir un peu partout parce qu'il n'y a pas de lumière, et puis on projette du rouge et du cyan sur l'écran. Et donc là, vous voyez, en fonction des proportions de l'une et l'autre lumière, la couleur qui est produite à l'intersection entre les deux, donc là où les deux lumières sont projetées, eh ben, elle varie du rouge au un peu rose, au blanc, ou un peu cyan, au cyan. Donc ça correspond à la ligne droite dans le diagramme qu'on a vu. Alors, je vais vous parler je vais introduire un concept, ça s'appelle le métamérisme. Et en fait, le métamérisme, ça correspond à des lumières qui ont exactement la même apparence visuelle, mais qui n'ont pas le même spectre. Donc c'est un peu comme s'il y avait différentes recettes pour faire de la lumière blanche. On obtient toujours la même lumière blanche, mais la recette, c'est pas la même. Donc, toutes les lumières qui ont la même couleur ou la même chromaticité ne sont pas équivalentes. Deux lumières blanches peuvent avoir une apparence visuelle identique, mais pas la même courbe spectrale. Si l'on projette deux lumières métamères sur un diffuseur blanc, la même couleur va apparaître. Dans le diagramme de chromaticité qu'on vient de voir, les deux lumières seront représentées par le même point. Par contre, ces deux lumières projetées sur une matière colorée vont faire apparaître cette matière avec une couleur différente. Donc, souvenez-vous un peu des couleurs de l'incandescence. Donc, ce sont des couleurs qui sont produites donc par un corps qu'on va chauffer à haute température qui va commencer à émettre de la lumière. Et donc, toutes les lumières qui apparaissent en fonction de la température sont représentées ici par la courbe qu'on voit à gauche, colorée. On appelle donc la courbe du corps noir. Alors, qu'est-ce qui se passe si on trace en plus la ligne de nos des mélanges entre nos deux LED rouge et cyan? En fait, les deux courbes se croisent en un point. Et donc, on peut mesurer ce point. Donc, il a les coordonnées de chromaticité P pour point égale donc 0,4542 pour X, Y 0,4097. Donc il correspond à une température de couleur de 2770 degrés Kelvin. Alors vous voyez que à l'endroit où les deux points se croisent, la couleur n'est pas exactement la même. En fait, ce qui différencie, la raison pour laquelle les deux couleurs sont pas exactement la même, c'est que la luminosité est pas la même. Les couleurs peuvent changer d'apparence visuelle quand on met plus ou moins de lumière. Donc la courbe du bas, ça a l'air d'être un peu orangé, la courbe du haut, c'est plutôt jaune. En fait, c'est vraiment la même lumière ou la même couleur de lumière, si vous voulez, mais en fonction de l'intensité, de la quantité de lumière qu'on va mettre, ça aura l'air un peu plus orange ou un peu plus jaune. Donc des blancs métamères, c'est donc ce qui apparaît ici sur l'image. Donc la couleur d'un certain mélange de LED cyan et rouge, ça va être la même que la couleur de la lumière d'une lampe à incandescence à 2770 degrés Kelvin. Donc les deux lumières projetées sur une matière blanche, un diffuseur blanc, un écran, produiront exactement la même couleur. On dit que les deux lumières sont métamères. Donc, sur le diagramme de chromaticité, les deux lumières métamères sont représentées par le même point. Par contre,
quand on fait de l'analyse spectrale ou de la spectrophotométrie, on voit qu'elles n'ont pas du tout le même spectre. Donc à gauche, vous avez la lampe à incandescence qui a ce spectre continu tout lisse. Et à droite, vous avez le mélange de la LED rouge, qui est le pic de droite, et de la LED cyan, qui est le pic de gauche. Donc vous voyez, les deux courbes sont pas du tout les mêmes. Alors comment c'est possible? En fait, l'explication, c'est que même si les deux courbes sont pas les mêmes, la rétine de nos yeux ne mesure pas des courbes. La rétine de nos yeux a une certaine sensibilité et on va voir que en fait ces deux courbes produisent exactement la même excitation de la rétine. Donc elles stimulent la rétine de la même manière. Et c'est ça qui explique en fait le métamérisme. Alors, ce qui va différencier les deux lumières métamères, c'est leur rendu des couleurs. Donc vous voyez là sur la courbe du haut, l'ampoule à incandescence, elle a un spectre continu, elle contient en fait toutes les couleurs du spectre, entre 400 et 700 nanomètres. Alors que le métamère en bas, il a un spectre discontinu. Donc il n'y a pas de lumière violette, il n'y a pas de lumière bleue outre-mer, il n'y a pas de lumière verte, ou vraiment très très peu. Et puis il n'y a pas de lumière rouge lointaine, donc entre 650, 670 et 700, il n'y a rien. Donc, ce qui va se passer en fait, c'est que les matières colorées qui seront éclairées par ces lumières vont pas du tout prendre la même couleur, elles vont prendre des couleurs différentes. Par contre, les matières blanches auront la même couleur. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo que j'avais déjà montrée au tout premier cours. Donc c'est une recherche, un travail personnel. Donc vous avez une salle d'exposition où d'un côté on a une lumière à incandescence, de l'autre côté on a une lumière blanche métamère qui est faite justement avec les LED rouges et cyan. Alors vous voyez la fleur là, elle est sous la lumière de l'halogène. Puis on va changer de lumière et elle devient rouge-orange d'apparence fluorescent, quoi. Donc la seule chose qui a changé, c'est en fait la lumière. On a deux lumières métamères. Vous voyez que tous les objets blancs restent blancs. Les murs restent blancs, le papier blanc reste blanc. Par contre, les objets colorés changent de couleur. Alors voici une autre illustration assez subjective et approximative, parce que là on regarde des photographies, donc un appareil photo donne pas forcément toujours les mêmes résultats que l'œil humain nu. Mais bon, ça illustre bien la notion de rendu des couleurs. Donc vous voyez le même objet éclairé par différentes sources de lumière. Vous voyez par exemple que l'objet où il y a marqué le numéro 4, donc là on a une ampoule à sodium basse pression qui n'envoie que du jaune. En gros, l'objet il a perdu toutes ses couleurs, quoi. On a des nuances de gris et puis et du noir. Une lampe à sodium, la numéro 3, la lampe à sodium à haute pression, qui est une autre lampe qui envoie un peu plus de longueurs d'onde différentes. On voit qu'on commence déjà à distinguer un peu les couleurs. On voit que par exemple le vert et le cyan, on les voit pas très bien. Et puis les exemples à gauche et à droite, là on voit déjà beaucoup mieux. Mais vous voyez que le rendu des couleurs est pas tout à fait le même. Par exemple, sur la pointe du cône à gauche, on voit beaucoup mieux la différence entre le rouge et le magenta. À droite, la différence est très faible. Bon, là, vous avez une autre illustration, que ça c'est plutôt de la publicité. C'est vraiment n'importe quoi. Vous voyez là, on vous a mis différents niveaux de rendu des couleurs. À droite, c'est soi-disant très bien, à gauche, c'est pas bien du tout. Alors, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont simplement pris la même image dans Photoshop, ils ont désaturé les couleurs, ils ont rendu ça plus blanc. En général, le rendu des couleurs, ça produit pas du tout cet effet-là, donc ça c'est vraiment n'importe quoi. Alors, la CIE, donc la Commission internationale de l'éclairage, c'est un organisme qui normalise les bonnes pratiques, si vous voulez, en colorimétrie.
Et donc, au fil du XXe siècle, il y a ce qu'on appelle des illuminants standards, donc des courbes en fait qui représentent des sources de lumière. Donc les illuminants standards ont été publiés par la CIE. Et donc les plus courants, c'est l'illuminant A, qui représente en fait une lampe à incandescence. L'illuminant D65, qui représente la lumière du jour à 6500 degrés Kelvin. Donc c'est à peu près la lumière qui vient d'un ciel nuageux en Belgique. L'illuminant D50, ça c'est une lumière du jour à 5000 degrés Kelvin. Ça correspond à peu près à la lumière du soleil vers midi. Donc là, vous voyez, illuminant A à gauche, lampe à incandescence. Illuminant D50, lumière du soleil vers midi. D65, ciel nuageux. Alors ça, ce sont des normes qu'on utilise souvent pour faire pour qualifier l'apparence visuelle des objets éclairés par ces lumières. Aux États-Unis, on utilise plutôt la courbe centrale D50 qui donne en fait des rouges un peu plus forts. Et puis en Europe, on utilise en général le D65. Alors, il y a un indice en fait, une manière de mesurer, quand on a parlé de rendu des couleurs tout à l'heure, ça s'appelle l'indice de rendu des couleurs, ou IRC. En fait, avec l'IRC, on va évaluer la qualité du rendu des couleurs d'une source de lumière pour un éclairage artificiel. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les couleurs de certaines matières qui sont éclairées par une source de lumière standardisée, donc de référence. Donc, par exemple, l'illuminant A, D50 ou D65 qu'on a vu juste avant. Et on va comparer les couleurs qui apparaissent avec les couleurs des mêmes matières éclairées par une lumière artificielle dont on veut mesurer l'indice de rendu des couleurs. Et plus les différences entre les deux résultats vont être importantes, et plus l'indice de rendu des couleurs sera bas. Et donc l'indice de rendu des couleurs, c'est une échelle qui va de 0 à 100. Donc l'indice de rendu des couleurs des illuminants standards de la CIE, donc A, D50, D65, sont tous à 100. Alors sur les tubes fluorescents, vous avez en fait une nomenclature qui permet de voir quelles sont les propriétés de la lumière qui va être émise par le tube fluorescent. Donc ça prend la forme que j'ai mis là A, B, B. Donc il y a trois chiffres. Sur l'image, vous voyez là, entouré en rouge, les trois chiffres, c'est 865, donc 865. Donc le chiffre à gauche, le A, c'est l'indice de rendu des couleurs. Donc s'il est égal à 6, c'est un indice de rendu des couleurs de 60, 7, 70, 8, 80, 9, 90. Ce sont des valeurs minimales. Hein. Donc ça veut dire que 8, ça veut dire minimum 80, 9, ça veut dire minimum 90. Et alors les deux chiffres suivants, donc le BB, c'est la température de couleur. Donc si c'est 40, on multiplie par 100, ça fait 4000 degrés Kelvin. 50, 5000 degrés Kelvin. 65, 6500 degrés Kelvin. Donc par exemple, s'il y a marqué sur le tube 840, ça veut dire qu'on a un IRC minimum 80, température de couleur 4000. 965, IRC de 90, température de couleur 6500. Donc là, il y a un exemple, un tube fluorescent assez bas de gamme. Et on voit qu'il y a marqué 741. Donc 741, ça veut dire IRC 70, ce qui est vraiment pas terrible. Et BB 41, donc température de couleur 4100 degrés Kelvin. Là, vous avez un tube fluorescent déjà beaucoup plus haut de gamme, qui coûte aussi plus cher. Et vous voyez, il y a marqué 950. 950, donc IRC minimum 90, donc ça c'est bien. Température de couleur 5000 degrés Kelvin. Là, vous avez des tubes, vous voyez qu'il y a marqué 965 IRC minimum 90, c'est bien. Température de couleur
6500 degrés Kelvin. Alors, il y a encore une autre chose qu'on utilise pour caractériser les propriétés des sources de lumière blanche, c'est l'éclairement. En fait, l'éclairement lumineux, c'est une grandeur qui correspond à la sensation humaine sur la manière dont une surface est éclairée. Et on mesure ça en lux. Donc pour mesurer l'éclairement, on utilise un luxmètre. Donc on met ça, vous avez par exemple une lampe qui éclaire une pièce. Vous mettez la partie gauche là du luxmètre, vous avez une forme un peu blanchâtre, un peu bombée. Vous posez ça sur le mur, vous voyez combien vous avez. Ça correspond à l'éclairement de cet endroit par la source de lumière. Et donc l'unité qu'on utilise, c'est le lux. Alors il y a encore une autre chose qu'on utilise pour caractériser les lumières blanches. On dit que ce sont des lumières chaudes ou bien des lumières froides. Alors là, attention, parce que les lumières chaudes et froides, ça correspond pas du tout au concept de température de couleur. En fait, on appelle chaudes les lumières qui tendent vers le jaune, l'orange ou le rouge, donc qui ont une température de couleur basse. Et on appelle froides les lumières blanches ou bleutées, donc qui ont une température de couleur élevée. En fait, chaud et froid, ça a un lien avec ce qu'on appelle les couleurs chaudes et les couleurs froides. Ça n'a aucun lien avec la température de couleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc en fonction de la température de couleur, on a besoin de plus ou moins de lux pour voir correctement. Donc les lumières chaudes, donc genre par exemple une bougie, une lampe à incandescence, etc., permettent d'éclairer de manière satisfaisante, confortable, on va dire, avec moins de lumière. Et quand on utilise des lumières froides, genre type lumière du jour, donc des tubes fluorescents ou des LED blancs froids, par exemple à 4000, 5000 ou 6500 degrés Kelvin, on a besoin de beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'éclairement, donc beaucoup plus de lux pour que l'apparence visuelle des objets qu'on éclaire soit satisfaisante. Donc là, sur la gauche, vous avez ce petit diagramme. En bas, on a l'éclairement, et puis verticalement, on a la température de couleur. Donc vous voyez que pour une lampe à incandescence, donc entre 2 et 3000 degrés Kelvin, on a besoin d'entre 100 et 200 lux pour éclairer correctement. Si on utilise des bougies, on a encore besoin de moins de lumière pour que l'éclairage soit satisfaisant. Et par contre, si on utilise des tubes fluorescents à 6500 degrés Kelvin, on a besoin au minimum de 500 lux, mais de préférence 1000 ou 2000 ou même 5000 lux pour que en fait on ait l'impression pour que les objets qui sont éclairés aient un aspect satisfaisant. Si on met pas assez de lumière avec une source de lumière qui a une température de couleur élevée, en fait tout va avoir l'air sombre, mal éclairé, froid, ça va être désagréable. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'au fond ça veut dire que même si une source de lumière qui a une température de couleur basse comme l'incandescence par exemple, elle envoie beaucoup d'énergie par exemple dans l'infrarouge. Donc on pourrait dire qu'il y a une partie de l'électricité qu'on a utilisée pour produire la lumière qui est gâchée, mais en même temps on a besoin de moins de lumière pour éclairer correctement. Bon, on va résumer. Donc, on caractérise une source de lumière artificielle blanche avec donc, le spectre de sa lumière qui est continu, discontinu. Vous vous rappelez ici incandescent contre LED rouge et cyan. On caractérise avec le spectre de la lumière. Est-ce qu'il y a de l'ultraviolet? Est-ce qu'il y a que de la lumière visible? Est-ce qu'il y a de l'infrarouge? Alors là, vous avez le spectre du soleil. Vous voyez qu'il y a 5% environ de l'énergie qui est de l'ultraviolet, 61% qui est de la lumière visible, 34% qui est de l'infrarouge.
Là, vous avez une LED blanche à 5000 degrés Kelvin. Pardon, j'ai fait une erreur, il y a marqué 500. Il y a 0% de l'énergie qui est de l'ultraviolet, 99% voire plus qui est de la lumière visible, et moins de 1% qui est de l'infrarouge. Alors on utilise donc, comme vous vous souvenez, la température de couleur. Donc la température de couleur, c'est donc le type de couleur qui apparaît en fonction de la température quand on chauffe un objet. Donc ce sont les couleurs de l'incandescence qu'on utilise pour caractériser les lumières blanches. La chromaticité, c'est donc le point qui apparaît sur le diagramme de chromaticité avec les coordonnées x, y. L'intensité, c'est ce qu'on mesure indirectement quand on mesure l'éclairement, donc en lux. Le rendu des couleurs, c'est donc la qualité de rendu des couleurs, le fait qu'on peut bien percevoir les nuances subtiles entre les différentes couleurs ou pas. Et la chaude ou froide, donc c'est lié à cette théorie des couleurs chaudes et des couleurs froides. Donc un éclairage est chaud quand il est jaune, orange. Un éclairage est froid quand il est blanc, bleuté. Alors, il y a une limitation assez cruciale à tout ce que je viens de vous dire, c'est que tout ce que je viens de vous dire, ce n'est valide que pour des êtres humains qui ont une vision normale des couleurs. En fait, les gens qui voient pas les couleurs comme la majorité des autres, dans le diagramme de chromaticité, là, ils ont ce qu'on appelle des lignes de confusion. En fait, ce que ça veut dire, c'est que sur toutes ces lignes-là, il est très difficile pour eux de faire la différence entre l'ensemble des coordonnées qui tombent sur ces lignes-là. Pour nous, pour les gens qui ont une vision normale, on voit clairement des différences de couleurs qui apparaissent le long de ces lignes. Pour des gens qui sont protanopes, deutéranopes ou tritanopes, qui sont les trois types les plus courants de ce qu'on appelle aussi le daltonisme, c'est une autre histoire. Les couleurs du diagramme apparaissent différemment. En fait, le diagramme, il n'est pas fait pour eux.